Aujourd'hui, on va parler d'un conflit souvent méconnu chez les francophones, la guerre du Rif. Si vous n'en avez jamais entendu parler, pas de souci. On va tout reprendre depuis le début, en deux parties. D'abord, on va voir pourquoi le Maroc, au début du XXe siècle, était en pleine tourmente, avec des tensions internes et des pressions extérieures qui le fragilisaient. Ensuite, on va s'intéresser à une région en particulier, le Rif, une zone montagneuse du nord du Maroc, où les clans locaux avaient leurs propres règles et conflits. Enfin, on plongera dans les événements qui ont mené à la célèbre bataille d'Anoual, un moment clé de cette guerre dans la deuxième partie. Bon, avant de rentrer dans l'histoire du Rif, faut déjà qu'on parle un peu des Imaziran, qui est le pluriel d'Amazir. Parce que si je te dis guerre du Rif et que t'as aucune idée de qui sont ces gens, ça va être compliqué. En Europe, on les appelle les Berbères, mais la vraie appellation est Amazir. C'est une ethnie. Ils vivent en Afrique du Nord depuis des milliers d'années. Ils étaient là bien avant les Arabes, mais en vrai, c'est pas juste un groupe. C'est plein de sous-groupes, chacun avec sa propre culture, sa langue et son histoire. Tu as des Kabyles, des Chleuh, des Rifins, des Touaregs, et ces sous-groupes sont composés de tribus. Ils ont des traditions et une identité très marquée, et ils ont toujours été un peu têtus. Tu essayes de les soumettre, ils se rebellent. T'essayes de leur imposer un pouvoir central, ils font tout pour garder leur autonomie. Et dans tout ça, le Rif, c'est l'une des régions les plus rebelles. Des montagnes du nord du Maroc où les mecs sont nés avec une mentalité de guerrier, ça c'est important à comprendre avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que c'est pas juste une histoire de colonisation. Les Romains ont essayé de contrôler le Rif, mais ça s'est pas super bien passé pour eux. Vers le 1er siècle avant Jésus-Christ, ils ont essayé de soumettre le Rif. Mais ces montagnes et ces tribus bien organisées étaient un cauchemar pour eux. Ils menaient des guérillas, attaquaient les convois romains. Résultat, les Romains ont fini par contrôler les plaines et les grandes villes. Mais dans les montagnes, ils n'ont jamais vraiment posé leur loi. C'est un peu une constante dans l'histoire du Rif. Que ce soit les Romains, les Arabes ou les Européens, personne n'a réussi à prendre cette région sans conséquence. C'est pour ça qu'on dit que le Rif et une terre de révolte. Faut savoir qu'à l'époque, le Rif, c'est une région qui vit en totale autarcie. Il n'y a pas d'état fort pour gérer quoi que ce soit. Ce sont les tribus qui décident. Chaque tribu a ses règles. Mais les Européens, ils veulent contrôler le Maroc. Et ils doivent soumettre toutes les régions, dont le Rif. Maintenant qu'on sait qui sont les Rifins, on va voir comment ils se retrouvent en guerre contre les Espagnols et les Français. Parce que non, les mecs ne se sont pas réveillés un matin en mode « Tiens, si on allait faire la guerre », non. Il y avait des raisons bien précises. Début 1900, le Maroc, c'est un pays en crise. Il y a des tensions partout. Le sultan Abdelaziz de l'époque arrive au pouvoir à 16 ans en 1894. Comme il était jugé trop jeune, c'est le vizir. C'est un haut responsable d'un état musulman qui prend les décisions et qui gouverne jusqu'à sa mort en 1900. Le sultan Abdelaziz peut enfin gouverner tout seul. Il a plein d'idées. Il veut moderniser le Maroc, créer un impôt pour remettre l'économie du Maroc au vert. Sauf que il s'y prend mal en fait. Il paye des fortunes pour des bicyclettes et des appareils photo. Il a des animaux exotiques chez lui. Un jour il se met à la peinture, l'autre jour il veut faire de la photo. Ensuite il se passionne par l'automobile. Il adore aussi les feux d'artifice et les montgolfières. Vers un photographe français qui accepte de travailler avec le sultan, dira de lui que c'était quelqu'un d'une extrême gentillesse et qu'il était fan de tous ces nouveaux gadgets venus d'Europe. Il lui aurait confié que s'il avait de l'argent, c'est pas la guerre qu'il le dépenserait. À ce moment-là, la situation économique du pays est catastrophique. Pour rien arranger aux finances, il gouverne avec l'aide de conseillers européens qui abusent de son inexpérience et le poussent à multiplier les emprunts. Ça l'a rendu très impopulaire auprès des élites marocaines. C'est là qu'un homme, sorti de nulle part, qui se prénomme le Rogui, de son vrai nom, Djilali Brendris Zerouni. Il a une idée de génie. Alors, il était secrétaire sous le gouvernement d'Hassan I, mais je disais que c'était une idée de génie, mais c'est plutôt une arnaque de génie. Il décide d'aller au Rif et de se faire passer pour le frère du sultan et revendique le trône. Un coup de bluff énorme, mais qui fonctionne. Il exploite le mécontentement des tribus rifaines et les convainc qu'il est le chef légitime qui va restaurer l'ordre et mettre fin aux ingérences étrangères. Comment ? Alors déjà, il prend l'identité du grand frère d'Abdelaziz. Et le Rogui, c'est pas juste un menteur, c'est un vrai magicien. Il parlait comme un prince, sortait des faux documents avec des cachets officiels et faisait même des mises en scène dignes d'un film. Il était tellement investi qu'il faisait croire aux gens qu'il pouvait arrêter les balles. Oui, des vraies balles. Tout pour prouver qu'il était l'élu. En 1902, il pose son camp de base dans la ville de Sélouane, forme une armée et contrôle une bonne partie du nord du Maroc, notamment les tribus autour de Melilla. C'est là que les Espagnols flairent le bon plan. Eux, ils ne cherchent qu'une chose, affaiblir le pouvoir central marocain pour mieux préparer leur invasion du Rif. Le Rogui devient un pion parfait pour eux. Il négociera avec l'Espagne pour vendre les mines du Rif. En plus, avec le temps, il se montre impitoyable. Il impose des taxes élevées aux tribus sous son contrôle et réprime durement ceux qui s'opposent à lui. Là, ça commence à chauffer pour lui. À force de jouer avec le feu, il finit par s'enflammer. Le gars accepte carrément que les Espagnols construisent une voie ferrée jusqu'aux mines. Et il est là, tranquille, à accueillir le roi d'Espagne en grande pompe. Mauvaise idée. Les Rifins prennent ça comme une énorme trahison. Ils ont compris qu'il était un escroc et qu'il ne servait pas leur intérêt. Alors ils continuent d'envoyer des soldats, soumettre d'autres tribus. Un jour de marché, ces soldats tirent en l'air en guise de provocation. Mais les Rifins ne se laissent pas faire. Ils les désarment, les battent et les renvoient de leur territoire.
Furieux, il était furieux, il n'était pas content. Il exige une amende de 5000 $, la monnaie de l'époque, et ordonne à 10 chefs rifins de venir en personne la lui remettre à Selwan. Un piège, probablement. Les rifins flairent le traquenard. Ils envoient 10 autres hommes à leur place. Le Rogui les fait emprisonner, mais ils parviennent quand même à s'échapper, et racontent tout en revenant au Rif. Ça en est trop. Une assemblée générale est convoquée. Les anciens décident, plus aucun lien avec le Rogui. Il ne mettra plus jamais les pieds sur leur terre. Mais pendant que le Rogui voit son pouvoir s'effondrer, une autre tempête politique secoue le Maroc. Cette fois, c'est du côté de l'Europe que ça se joue. Alors, en 1906, il y a une réunion de gros bonnets à Algeciras, en Espagne. Pourquoi ? Parce que la France et l'Allemagne se prennent la tête sur le Maroc. L'Allemagne veut pas que la France mette la main sur le pays, donc ils font une conférence pour décider de qui aura le plus d'influence. Pour finir, ils trouvent un compromis. La France et l'Espagne récupèrent le contrôle de la police marocaine. Ouais, contrôle, c'est un grand mot parce que le sultan garde une partie de son autorité, mais bon, en vrai, il a plus trop son mot à dire. En échange, on fait semblant de dire que le Maroc reste indépendant. L'Allemagne, elle, obtient juste un droit au commerce égal aux autres puissances européennes, mais bon, c'est surtout une façon pour les Français et les Espagnols de poser leur empreinte sur le pays tranquillement. En gros, c'est le début de la fin pour l'indépendance du Maroc. Et ça annonce le protectorat qui va arriver quelques années plus tard. Le sultan signe le traité. Il était franchement dépassé par les événements, il était jeune, influencé par des conseillers européens, et il n'a pas vraiment résisté au traité. Des révoltes éclatent un peu partout au Maroc. C'est en 1907 que Moulay Hafid, le véritable frère du sultan, qui est gouverneur de Marrakech, s'autoproclame sultan. Il réussit à rallier les tribus du sud et les élites marocaines qui estiment que son frère a vendu le pays aux Européens. Le sultan Abdelaziz se laisse pas faire, mais beaucoup de soldats désertent et rejoignent Moulay Hafid. C'est en 1908 que Moulay Hafid lève une armée et marche droit vers la capitale. Les forces d'Abdelaziz sont trop faibles. Moulay Hafid force son frère à abdiquer, s'exiler et prend officiellement le pouvoir. Le Maroc a donc un nouveau sultan. Maintenant, le nouveau sultan a une nouvelle mission. Il doit affronter le charlatan du Rif, le Rogui. Avant de l'affronter militairement, il veut l'humilier. Dans une lettre qu'il fait lire aux habitants en le tournant au ridicule. Il l'appelle par son nom et il termine sa lettre par « Que le faux sultan montre son courage hautement qu'en se cachant derrière les Espagnols. » Quelques temps après, il lance une campagne militaire au nord. Les Rifins ne le défendent pas et le laissent aux mains de l'armée du sultan. Le charlatan est capturé et envoyé à Fès, dans une cage en fer. Il est exécuté. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais certains disent qu'il a été donné à manger au lion. Une page se tourne. Mais au Rif, si un imposteur disparaît, un véritable héros entre en scène. Mohamed Amzian, charismatique et populaire. Il incarne l'opposition aux Espagnols et choisit toujours l'intérêt général avant le sien. Amzian étudie dans une université à Fès, en jurisprudence islamique, la littérature et la théologie. Il devient ensuite cadi d'une tribu. En mai 1909, il parcourt avec plusieurs chefs de tribus les mosquées et marchés, afin d'appeler la population à se soulever contre les colons. À cette époque, les tribus rifaines étaient rivales, mais quand il y avait un ennemi en commun, elles s'alliaient. Mais c'était toujours très éphémère. Après avoir réussi à réunir plusieurs tribus, une série d'assauts rifins menée par Amzian sera lancée le 9 juillet 1909 contre les intérêts industriels espagnols, dont les mines qu'on parlait tout à l'heure. Ce qui va donner un prétexte aux Espagnols d'envahir le Rif. L'Espagne enverra entre 30 000 à 40 000 soldats, commandés par le général Marina. Quelques semaines plus tard, le général Marina est informé d'une attaque au Mont Gourougou et décide d'organiser un nouveau convoi de troupes. Mais Amzian connaît le terrain par cœur et sait exactement où les piéger. Le Barranco del Lobo, un passage montagneux escarpé. Quand les Espagnols s'engagent dans le ravin, les guerriers rifins embusqués lancent une attaque éclair. C'est un carnage. Les soldats espagnols sont pris au piège. Prise de panique, les soldats espagnols tentent de se replier. Mais c'est impossible, le ravin est étroit, ils sont coincés sous les tirs rifènes. Massacrés en quelques heures, près de 1000 morts, dont le général Pintos, celui qui dirigeait les opérations. C'est l'une des pires humiliations de l'histoire militaire espagnole. Mais les Espagnols humiliés reviennent en force. Ils lancent une campagne de vengeance brutale. Pendant plusieurs mois, c'est une guerre sans pitié. Plus de 9000 morts et blessés recensés côté espagnol. Côté rifin, difficile de quantifier le nombre de morts et de blessés. À force d'envoyer des renforts et en augmentant les moyens militaires, les Espagnols finissent par reprendre du terrain. Amzian tient tête, mais en 1912, il est de plus en plus isolé. Les alliances entre les tribus rifènes, comme je disais tout à l'heure, ne duraient jamais longtemps. Face à une armée de plus en plus nombreuse et équipée, Amzian manque d'hommes et d'armes pour continuer à tenir tête sur le long terme. 1912, affaibli et sans soutien extérieur. Après plus de 100 combats menés, Mohamed Amzian est tué au combat contre les Espagnols. Les Espagnols transportent son corps jusqu'à Melilla, exposé aux yeux de tous, comme un trophée de guerre. Puis ils le remettent à ses frères, qui lui offrent une sépulture digne, l'enterrant auprès de leur grand-père dans leur ville natale de Zenradran. Pendant ce temps, en 1911, ça chauffe au Maroc. Le sultan est sous pression, avec des révoltes qui éclatent dans le sud et des tensions internes de plus en plus fortes. Le pouvoir du sultan est menacé. Alors, la France décide d'envoyer une expé militaire, soi-disant pour sauver le sultan et protéger les
les ressortissants européens. Mais voilà, l'Allemagne qui commence à en avoir marre de voir la France prendre tout le contrôle, y voit un coup de force. Et pour marquer son désaccord, l'Allemagne envoie un navire de guerre, le Panthère, à Agadir. Ce geste est clairement perçu comme une tentative allemande de récupérer une part du Maroc, notamment Agadir et ses alentours. Ça chauffe tellement que la tension monte entre les grandes puissances et on frôle le conflit direct. La première guerre mondiale aurait pu éclater. Finalement, le Maroc reste sous domination française, mais en échange, l'Allemagne récupère des concessions en Afrique. Bien que le nouveau sultan, Moulay Hafid, ait réussi à éliminer ses rivaux, son frère et le charlatan, et d'avoir essayé de résister, il se retrouve vite sous la pression des Européens. En 1912, la France lui met la pression militairement. Le pays est au bord de l'occupation complète. Le sultan est forcé de signer le traité de Fès qui instaure officiellement le protectorat français sur le Maroc. Le sultan sait qu'il n'a aucune chance militairement. Ensuite, il veut sauver sa peau. S'il refuse, il risque d'être déposé par la force et il espère négocier sa sortie. En échange de sa signature, il abdique et il part avec une grosse compensation financière. Les Français lui donnent des millions de francs pour son exil. Le Maroc perd totalement sa souveraineté et passe sous domination coloniale. Les Français contrôlent tout, sauf le nord et le sud qui reviennent aux Espagnols. Comme il faut bien un chef pour faire semblant que tout va bien, Moulay Youssef, le frère d'Abdelaziz et d'Abdelhafid, devient le nouveau sultan. Mais c'est pas lui qui gouverne réellement, il est là pour faire joli et donner une illusion de continuité à la monarchie. Après le traité de Fès, le pouvoir est totalement aux mains des Français. L'administration contrôlée par les Français, l'armée sous commandement français, les décisions politiques et économiques dictées par la France. Le sultan n'a qu'un pouvoir limité à des fonctions cérémonielles et religieuses. Pour tout le reste, il ne décide plus de rien. Mais là, on ne fait qu'ouvrir le chapitre. Parce qu'une fois que la domination est bien installée, on peut parier que les révoltes, les résistances et la volonté de retrouver la liberté ne vont pas tarder.